Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Frédéric, avec un C, pas de K à la fin, Lampert. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller dans un univers de musique classique, un univers que je connaissais pas tant, alors c'était vraiment intéressant pour moi de parler avec Maryse Legault, clarinettiste, mais clarinettiste d'instruments d'époque. Et ça a amené beaucoup de questionnements et évidemment, je vous invite à écouter la conversation, mais d'aller aussi consulter l'album qu'elle vient tout juste de sortir. Maryse Legault est l'une des seules Canadiennes à jouer des clarinettes d'époque et la première diplômée québécoise dans son domaine. Elle est reconnue pour son impressionnante technique qui défie les normes d'interprétation à la clarinette historique, ainsi que pour ses choix audacieux dans le répertoire et pour la flexibilité et l'expressivité de ses interprétations. Ses recherches se concentrent sur le répertoire virtuose à la clarinette au tournant du 19e siècle. Cet intérêt l'a amené à rédiger son mémoire de maîtrise sur le clarinettiste Joseph Beer et l'a poussé à entamer des études doctorales de musicologie à l'Université McGill. Elle a été invitée à partager ses découvertes en tant que conférencière à l'Université Oxford en 2017. En juin 2023, elle sort son premier album, Around Berman, sous l'étiquette Leaf Music. Voici ma conversation avec la clarinettiste Maryse Legault. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis on se voit pour des bonnes circonstances parce que tu as un album qui est sorti, que j'ai pris le temps d'écouter. Puis on va prendre le temps un peu de jaser de toute cette recherche musicale, mais aussi de la personne que tu es, parce que c'est quand même intéressant, je trouve, ton parcours musical à travers tout ça. Mais le lancement s'est bien déroulé. Je sais que vous avez eu un petit pépin d'électricité. Oui, c'est ça. On faisait le lancement hier chez Ursa. Donc Je connais pas l'endroit. C'est quoi? C'est le club de Martha Wainwright. Puis c'est dans le Myland. C'est comme coin de parc et Saint-Viateur. Donc, il y a beaucoup d'événements pop. C'est comme une petite salle de concert. OK, c'est petit. C'est vraiment petit. C'est super intime. Je suis déjà allée voir beaucoup de shows là. Puis je trouvais que l'ambiance était vraiment agréable. Puis vous avez été capable d'amener un piano forte à cet endroit-là? Non, c'est ça. Ah, OK. C'est ça l'affaire. C'est que... donc, il y avait la panne d'électricité dans le Myland jusqu'à, honnêtement, 15 minutes avant que l'événement commence. Okay. Donc, j'étais vraiment comme, OK, on va le faire, mais ça va être intime, puis on va... Je veux dire, Gilly, la pianiste, était retournée chez elle chercher un petit haut-parleur Bluetooth juste pour faire jouer l'album puis que ça soit pas un silence total. Donc, ça s'annonçait un peu triste, mais finalement, comme 15 minutes avant que ça commence, l'électricité est revenue. J'étais tellement contente. Parce que, c'est ça, Gilly et moi, on ne pouvait pas vraiment jouer. Le fortepiano, c'est quand même un big deal, disons. Oui. C'est un gros instrument parce que pour ce programme-là, spécifiquement, il faut 6 octaves et demi. C'est pas un petit fortepiano mozartien. Si tu veux bien, on pourrait tant qu'à faire, regarde, lançons-nous dans le projet de l'album. Oui, OK. Parce que je trouvais ça très intéressant. Tu joues de la clarinette, qui est un instrument... Je veux dire, c'est un instrument qu'on connaît tous un peu. Et quand on entend le rapport qui... Bon, il y a un passé baroque, quand même, il y a un passé, cet instrument-là a évolué, il a été transformé, si on peut dire. C'est moins connu, c'est moins populaire, c'est moins proche des gens. Par rapport, contrairement aux cordes, où les cordes, c'est de ces pratiques artistiques normales, parce qu'on a tellement d'orchestres. Les violons du roi ont fait une signature modifiée de tout ça. Bref, c'est popularisé. Mais puis même pour moi, quand j'ai vu ton album sortir, j'ai fait un peu... Pas fait le saut, mais j'ai fait, OK, il y a toutes sortes de répertoires que je connais pas, que je suis pas au courant. Et donc, j'aimerais ça qu'on parle un peu de
de tout ça? Parce que tu as fait de la recherche, mais à la base, avant de même jouer de la clarinette, on dit-tu de la clarinette ancienne? Tu dois dire ça? Oui, clarinette ancienne. Moi, j'aime mieux clarinette historique parce que ancienne, ça implique souvent que ça fait vraiment longtemps. Ouais. Mais ce que je fais, c'est surtout d'essayer de jouer les instruments que les compositeurs connaissaient à leur époque. Donc, je vais, mettons, jouer autant Brahms avec les clarinettes de son époque que je vais essayer de jouer, mettons, Rameau avec des copies des clarinettes qui étaient disponibles à l'époque de Rameau. Donc, ça ne veut pas dire que je fais de la clarinette baroque ou classique ou ancienne. Ça peut se dire aussi, mais j'aime mieux le terme historique parce que c'est un peu plus large. Mais avant de faire des pratiques historiques de cet instrument-là, évidemment, il y a on doit apprendre l'instrument de base qu'on va prendre avec justement une clarinette dite moderne. Oui, mais j'imagine qu'il y a plusieurs approches, plusieurs personnes qui ont des backgrounds un peu différents. Moi, c'est ça, j'ai un bac en clarinette moderne que j'ai fait à McGill avec Robert Crawley, qui était... Feu Robert, qui était un clarinette solo à l'OSM à l'époque. Et c'est un peu à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser aux instruments historiques. Puis éventuellement, j'ai acheté ma première clarinette. Donc, moi, j'ai étudié à La Haye avec Eric Herprisch. Puis lui, il m'a vraiment conseillé de commencer avec un instrument classique à 5 clés. Parce que quand on commence... C'est-à-dire? Donc, la clarinette, si on... Celle de base, celle qu'on peut apprendre, mettons, à l'harmonie au secondaire. Là. Ah non, ça, c'est une clarinette moderne. Ça, c'est moderne. Ouais. Puis ça, c'est quand on dit des clés, comment tu peux la définir pour comme faire la différence avec les autres? Donc, la clarinette moderne, c'est celle que tout le monde connaît qui est noire la plupart du temps, avec les clés en argent. Il y a des anneaux aussi autour de la plupart des trous. Donc, ces anneaux-là vont actionner d'autres clés qui font en sorte que quand on fait les doigtés pour faire les notes, on a souvent à lever un seul doigt. Donc, c'est assez... On change de note, on lève le petit doigt. On change de note, on lève l'annulaire. On change de note, le majeur. Voilà. Donc, c'est assez fluide. Il y a des défis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis à la clarinette moderne. Non. Mais donc, il y a des gens, Böhm, qui a inventé ce système-là, qui a été adapté à la clarinette en 1845. Le brevet a été déposé. Et donc, ça fait en sorte que... 1845 a été l'année de cette clarinette dite moderne. Oui, c'est assez tôt. Mais le brevet a été déposé, sauf que ça prend au moins 50 ans avant que ça s'installe dans la pratique. Donc, OK, oui, ça, il y a eu un moment de transition assez important à cette époque-là. OK, je vois. Mais donc, le système lui-même existe depuis longtemps. Je vais me poser une drôle de question aujourd'hui. Bon, mais si on va à l'orchestre symphonique, les gens utilisent encore ces instruments dits modernes, mais est-ce que l'instrument continue à s'améliorer? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent encore à innover cet instrument-là, ou c'est maintenant, comme on dit, c'est standard, c'est ça la pratique, ça bougera plus? C'est assez standard, mais que les compagnies essaient quand même d'avoir des innovations, mais peut-être qui sont pas du même type. Par exemple, il y a des compagnies qui vont vraiment essayer d'être plus écologiques avec leur production d'instruments. Il y a des compagnies qui vont peut-être essayer d'utiliser une perce, donc la façon que la clarinette elle est comme sculptée à l'intérieur, qui va être plus française, puis mettons mettre le système de clés allemand, donc qui est différent. OK. Puis d'essayer de faire peut-être des hybrides comme ça. Il y a des mix. Oui, des mix. Il y a une clé qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps, donc pour être capable de faire une note avec les deux mains. Okay. Comme avant, c'était seulement... on avait seulement un choix, donc d'une main. Puis là, depuis assez récemment, les clarinettes professionnelles ont très, très souvent l'option de faire cette note-là avec les deux mains. OK, c'est ça. Là, on raffine, on peaufine vraiment dans le mini-détail l'instrument. Mais c'est la même chose pour les cordes. Nous, c'est pour les violons, les altos, les violoncelles. Aujourd'hui, c'est plus les types de cordes que tu peux mettre, la légèreté, la mentonnière qui va être plus légère à détacher. C'est comme là, on patente, on gogosse autour un peu, mais le standard est quand même présent. Ouais. Les anches, il y a des anches synthétiques maintenant. C'est vrai, donc, il y a des gens qui ne jurent que par ça. Les ligatures, tu sais, je veux dire, c'est des cossins quand même. Là. C'est ça. C'est pas l'instrument, là, mais c'est des choses qui facilitent ou qui produisent le son. Mais c'est jamais aussi gros que les innovations qu'il y a eu dans le passé, disons. Non. OK. Maintenant, j'ai compris ça.
Et là, disons, t'es allé, après tes études à McGill, t'es allé en Europe. Ouais. Et là, t'étais obligé d'apprendre un autre instrument. Oui, c'est ça. Donc, c'est de ça que je parlais un peu plus tôt. C'est que la première clarinette historique que j'ai achetée, c'est une clarinette à 5 clés. Donc, classique. Donc, on parle c'est une copie d'un instrument d'environ 1770. Donc... Une copie? Une copie. OK. On joue pas vraiment des clarinettes originales de cette époque-là, parce que, je veux dire, l'humidité fait en sorte que la condensation produite par le souffle fait en sorte que le bois, il se conserve pas très bien. Mais cette copie-là, Ouais. elle a été faite, disons, récemment? Oui. OK. Donc, je l'ai commandé à une facteur qui me l'a fait. Et cette personne-là a des plans qui existent de cette époque qu'il va reproduire. Exact. Wow, Donc, OK. il y a quand même plusieurs facteurs en Europe, puis en Amérique du Nord aussi, en fait, qui font ça. OK. C'est une pratique courante. Oui. OK. Mais c'est la même chose pour les instruments baroques. C'est très rare que les gens vont jouer sur des vrais instruments baroques, à part les cordes, là. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, moi, je suis habitué au monde des cordes et au monde de mécénat. Ces gens qui ont des collections d'instruments puis qui vont te prêter un Stradivarius ou même encore plus. Il y a tout ça qui existe. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé que justement, c'était pratiquement impossible. Il doit exister des instruments de ces époques-là, mais on joue pas dessus. On les met en musée. La plupart du temps, je connais des gens qui en jouent. Ah oui? OK. Oui. Des instruments du 18e siècle. C'est sûr que c'est un sacrifice, dans le sens que c'est des instruments qui mériteraient peut-être d'être dans des musées. Il y a quand même un débat éthique. Puis, ah oui? Un peu à savoir. À savoir, où ils appartiennent à la postérité. Ah oui, OK. Donc, il y a ça. Il y a toujours ce débat-là qui existe. Mais en même temps, ça n'a pas de prix de pouvoir enregistrer des albums sur ces instruments-là puis d'entendre comment ils sonnent. Parce que sinon, on ne saurait jamais. Oui, c'est vrai. Puis, mais toi, as-tu eu la chance un peu de taponner ces instruments-là? J'en ai joué, juste essayé un petit peu. J'ai des instruments du 19e siècle, donc des originales. À toi? Oui. OK. Donc, mais un peu plus tardif. Là. J'ai des instruments plus autour de 1840, puis sinon plus vraiment fin du 19e siècle pour faire Brahms. C'est quand même vieux, là, 1840. Ouais. Là. C'est ultra indiscret, t'es pas obligé d'aller non plus là-dessus, mais tu sais, ça doit venir avec un certain prix aussi, non? Oui. Je te dirais que le défi, c'est surtout que quand on fait un métier comme le mien, il nous faut beaucoup d'instruments différents. Donc, je peux pas juste faire une carrière avec une clarinette en si bémol classique à 5 clés. Mais mettons, disons Todd Cope qui est à l'OSM. Ouais. Lui, il a seulement une seule clarinette. Non, il va en avoir au moins deux. Donc, clarinette si bémol là. Si bémol là, OK. Il peut avoir une collection plus grande. Il y a peut-être plus qu'un choix de clarinette de chaque modèle. Ça, je sais pas, il y a peut-être une clarinette basse. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais dans le monde moderne, là, la plupart du temps, les gens ont rarement plus que 4 clarinettes. Donc, si bémol là, mi bémol, basse, ça, c'est vraiment comme le deluxe. Juste expliquer que quand on fait ça, on dit si bémol, mi bémol, tout ça, c'est juste... Peux-tu expliquer exactement? Oui, donc les clarinettes, ça vient en fait vraiment de l'époque baroque, cette pratique-là, mais les clarinettes sont accordées, c'est des instruments transpositeurs, donc sont accordés un peu différemment que, mettons, la flûte traversière, que quand elle joue un do, ça sonne comme un do. Exact. Mais la clarinette, donc la clarinette, mettons en si bémol, donc quand on dit si bémol, c'est ça, excuse-moi, le si bémol, ça va être comme le la. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Je suis comme en train de douter. Donc, c'est ça. Donc, t'as une collection de combien, toi? Wow. OK. Ça prend de la place quand même. Ouais. OK, tu sais, c'est parce que moi, j'ai un instrument, c'est tout, là. Bon, une boîte et c'est réglé. OK, je fais pas. Ouais. Je ne savais pas que ça pouvait aller... il m'en manque beaucoup. Qu'est-ce qui te manque? J'ai pas vraiment de clarinette baroque. J'aimerais vraiment beaucoup commencer à jouer des concertos baroques. Sur clarinette baroque, évidemment. Baroque. Oui, clarinette en ré, ça sonne très aigu, c'est assez strident. Mon Dieu. Les voisins adorent ça. Donc, tu as 20 clarinettes. Mais ça, mais il faut quand même un budget. Est-ce que tu as de l'aide de mécène? Malheureusement, non. Ça n'existe pas tant, c'est ça?
Je veux dire, j'ai eu de l'aide de mes parents, par exemple, quand j'ai commencé surtout, mais la plupart des instruments, c'est vraiment... faut s'arranger soi-même parce que les cordes, je veux dire, c'est des instruments qui prennent de la valeur. Donc, les mécènes, ils vont investir dans ces instruments-là, puis ça, c'est des avoirs, c'est du capital. Puis c'est logique. C'est logique. Ouais. Mais les instruments avant, ils vont pas nécessairement gagner de la valeur. Au contraire, souvent, ils en perdent. Donc, les mécènes sont souvent vraiment moins intéressés, sinon pas du tout, par les instruments avant. Est-ce que tu as des... Ben là, tu sais, t'en as 20, mais tu as déjà eu un des instruments que tu as dû laisser partir, parce que justement, la qualité était moins bonne, ça devenait moins intéressant ou... Oui, j'en ai vendu. Surtout des instruments que j'avais un peu l'ambition de restaurer. Puis, tu as restauré toi-même ou oui, les restaurer moi-même. Mais, quoi? OK, ça, je savais pas que tu faisais ça. Je le fais pas vraiment. J'en ai fait un tout petit peu. J'ai restauré une clarinette mi-bémol fin 19e, donc avec l'aide de quelqu'un, par contre, là, de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. À Montréal, on a des bons restaurateurs? Pas la meilleure place. C'est pas la meilleure, c'est plus sûrement qu'en Europe. En Europe, il y en a beaucoup plus, oui. C'est OK. vraiment plus facile de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans les vieux instruments. Qu'est-ce que le restaurateur fait dans ce cas-là? Tu sais, moi, je connais un peu la restauration des œuvres d'art, je connais la restauration des violons, mais je connais pas vraiment là-dessus. C'est comment est-ce qu'on travaille? Je veux dire, des fois, il y a les clés, qu'est-ce qu'on doit retravailler, en fait? C'est ça que je dis. Donc, mettons, si tu viens d'acquérir un instrument du 19e siècle, par exemple, puis tu veux le jouer. Donc, il va y avoir plusieurs enjeux. Des fois, ça dépend, il a été gardé dans quelles conditions. Des fois, il va y avoir des araignées qui vivent dedans, carrément. Là. À ce point-là? Je veux dire, des fois, il y a des toiles d'araignées. Il faut vraiment tout nettoyer. Là. Ça peut être vraiment dégueu, là, désolé. Mais il y a toujours l'aspect dégueu. Je l'aime bien, moi, pour vos instruments, parce que nous autres, on fait juste passer un linge avec un peu d'alcool, tout ça, puis bon, la prochaine, au suivant, comme on dit, tu sais, puis... Mais vous autres, quand même, vous jetez de l'air là-dedans, c'est un peu... Il y a de la condensation. Il y a de la condensation, c'est un peu... Ouais. Tu sais, tu prêtes pas tes instruments facilement comme ça, là. Non, c'est sûr. Puis il y a des gens qui sont un peu plus frileux à l'idée de passer leurs instruments. Et mettons l'instrument du 19e siècle qu'on veut restaurer, donc il va y avoir tout un travail de nettoyage. Donc on va vraiment... Ça, c'est le premier travail. Étape. Donc on nettoie le bois, on nettoie les clés, on enlève toutes les clés. Donc on la déshabille. Donc on démonte. On démonte tout. Okay. Donc les clés, on va les nettoyer individuellement. La plupart du temps aussi, on enlève tout ce qui est lié, des fois dans des solutions vraiment faites pour le métal. Le bois... on le nettoie, puis ensuite, on le fait tremper dans l'huile. Parce qu'il faut vraiment... Oui, parce qu'il faut vraiment huiler les instruments pour nourrir comme le bois, pour vraiment combler les espaces. Puis comme ça fait du bien au bois, puis ça l'empêche de... ça l'empêche pas, mais ça aide pour pas qu'il craque. On le trempe dans l'huile, puis après, on le laisse sécher avec cette huile-là qui comment je pourrais dire, absorbe ou un peu? Oui, le bois absorbe l'huile, c'est ça. OK. Ouais. Mais ça, on le met dans un petit bain, un petit vraiment? d'huile. Donc, on s'occupe des clés. Ensuite, il va peut-être avoir un travail de refaire les cheminées, donc tout ce qui est les trous. Donc, des fois, si le bois a bougé, s'il y a quelque chose qui est pas stable, il va peut-être falloir comme les... je pense qu'on appelle ça comme les raser. Il y a comme c'est un petit rasoir comme rond, puis la cheminée va juste être comme sablée, puis comme refaite un petit peu. Ensuite, il y a tout le travail s'il y a des craques. Donc, il va falloir combler les craques, ou des fois, il va falloir mettre un fil de carbone ou une pin ou quelque chose qui va faire que la craque va pas ouvrir. Si c'est un instrument qui a une valeur, là, des fois, si on parle d'un instrument qui est nul, puis on connaît pas le facteur, puis ça a servi à l'armée, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais si c'est un facteur connu, qu'on sait que c'est un instrument de qualité, ça vaut la peine de mettre du travail. Donc, après, on va réassembler le tout, puis on va devoir changer les tampons. Donc ça, c'est ce qui est comme quand on pèse sur une clé, c'est vraiment ce qui va aller boucher les trous. Puis ça, il y a quand même un gros travail à faire pour qu'il soit absolument plat sur la cheminée. Ça, c'est quand même un art. Puis qui bloque complètement le trou pour que ça soit complètement étanche. Wow, OK. Donc, c'est des étapes comme ça. Mais tu disais que tu avais déjà fait un peu de ça. Mais je veux dire, toutes ces étapes-là, tu les as déjà faites entièrement pour un instrument? Oui. OK.
Ben, c'est ça. Mais tu as eu l'aide d'un Oui, j'ai eu de l'aide. maître Je ou l'aurais quelqu'un. jamais fait toute seule. Ouais. Ouais. Wow. Puis c'était pourquoi tu as voulu faire ça? Tu avais l'ambition peut-être de faire ça un jour? Ou, Un peu, mais c'est assez fréquent. Je pense que les gens qui jouent des instruments historiques s'intéressent un peu soit à la facture, soit à la restauration, parce que on veut quand même être un peu plus intime avec ces instruments-là, apprendre à les connaître. Des fois, c'est aussi pratique pour être capable de les réparer. Comme moi, les instruments que je joue ici, il y a pas de facteur de clarinette historique disponible. Moi, pour aller chercher mes clarinettes, il faut que j'aille en Espagne. Donc, c'est comme... Ça fait en sorte que je fais vraiment quand attention. tu dis qu'il faut que j'aille en Espagne, c'est en Espagne qu'il y a les meilleurs réparateurs? Non, c'est la personne qui fait mes clarinettes qui habite là. Qui habite là-bas? Ouais. OK, parfait. Mais il y en a d'autres. Il y en a évidemment d'autres. Le restaurateur avec qui j'ai appris était à Paris. Donc, il y a une grosse scène à Paris. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont forts là-dessus? Il y a quelques facteurs, oui. Des facteurs? Des facteurs d'instruments, donc des gens... Excuse-moi, c'est comme une appellation que j'ai moi. C'est comme la facture. OK, la facture. Ouais, comme faire. OK, un facteur d'instruments. Ouais. OK, parfait. J'apprends plein de choses aujourd'hui, moi. J'aime ça. Donc, on parlait, oui, c'est ça, on parlait justement des réparations des instruments que tu as pour l'Europe. Mm-hmm. Tu arrives là-bas, ton professeur qui prend un autre instrument. Oui. Ben, en fait, je l'avais acheté avant de partir. Donc, pour faire mon audition et tout, j'avais quand même mon propre instrument. Puis, j'ai commencé sur cette clarinette-là à son conseil parce que c'est un instrument donc, qui est très, très, très rudimentaire, mais qui a quand même les clés qui font en sorte qu'on se retrouve un petit peu parce qu'une clarinette baroque, il y a 2 clés uniquement. Donc, ça commence à être pas mal loin là, de ce qu'on connaît. Puis, la clarinette à 5 ou 6 clés, elle nous permet d'apprendre ce qu'on appelle les doigtés fourches. Donc, vu qu'on n'a pas de clé, donc ce que je mentionnais au début, que le système fait en sorte qu'on a seulement un doigt à lever pour changer de note, bien, sur une clarinette qui n'a pas le système, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on pense d'une certaine façon. Donc, il y a beaucoup de doigtés très inconfortables qui sont comme des doigtés fourches qui ressemblent peut-être un peu plus à la flûte à bec. Okay. Donc, on fait des demi-trous, on compense, mettons, le pitch d'une note en rajoutant des doigts ou on en enlève. Donc, il y a vraiment une grosse flexibilité à développer. Puis donc, commencer sur un instrument classique qui a moins de clés, ça fait en sorte que on commence un peu raide, là, mais on commence avec le bon entraînement pour comme, aller plus loin. Puis ton professeur était un spécialiste, justement, de ça. C'est la raison pour laquelle tu es allé là-bas? Oui. Je voulais pas étudier avec personne d'autre. Puis tu es allé combien de temps? 3 ans. OK, 3 ans. Mm-hmm. Après ces 3 années, tu es revenu ici. Oui. Tu es revenu ici et là, tu as voulu faire un doctorat. Ben non, tu as fait d'autres choses. Ben, j'ai attendu 1 an au moins avant de commencer mon doctorat. OK. Mais oui, je suis revenue ici. Puis je suis chanceuse parce que c'est ça, ici à Montréal, il y a une super forte pianiste que je connaissais depuis longtemps, donc Gilly Loftus, avec qui j'ai enregistré l'album. Donc, on a recommencé un peu à travailler ensemble. Forte pianiste, mais pianiste aussi, quand même. Oui, c'est vraiment... C'est quelqu'un claveciniste aussi. C'est ça, capable de faire pas mal, beaucoup de choses. J'ai un ami avec qui... je pense qu'elle était supposée travailler un album Brahms, David Egert. Je sais pas si tu connais. Oui, on va jouer ensemble. Ah, mon Dieu, moi. Excellent. Mais la programmation n'est pas sortie encore. On pourra en reparler. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Un super musicien. Et c'est par lui que je l'ai rencontré. Puis, ben, pas rencontré, moi, je l'ai entendu plutôt, devrais-je dire. Okay. Puis, super, t'as une super coéquipière. Chanceuse de pouvoir. Puis, comme tu dis. Et donc, c'est ça. Donc, t'es revenu ici, puis t'as commencé à travailler tes propres projets, pour finalement décider de faire un doctorat. Un doctorat avec quand même une sérieuse recherche, ce que je pourrais dire ainsi, parce que je regardais un peu le sujet puis tout ça, parce que moi, j'ai fait moi aussi mon doctorat à McGill. Okay. Enfin, moi, j'ai toujours un grand respect pour les gens qui font leur doctorat à McGill parce que je sais tout ce que ça implique. Les examens intenses, que j'ai dit souvent à ce micro que je ne referais plus jamais ça dans ma vie. Parce que c'est vraiment rough. Je les ai faites en décembre, 1 mois avant d'enregistrer l'album. Je sais pas comment j'ai survécu. Ouais. My God. Puis là, il reste... les examens, il reste quoi? Ma dissertation. Il reste la dissertation à livrer avec un lecture récital.
Non, moi, je fais un PhD en Tu fais le musicologie. PhD en plus. Ah, OK. Puis en plus, tu as fait un album. OK, c'est Ouais. encore plus. Donc, mais en plus, tu joues. Parce que ça, c'est quelque chose d'important quand même à souligner parce que souvent, les gens qui sont en PhD, Mhm. ne jouent pas beaucoup. Non. Ils passent leur temps dans la bibliothèque Ouais. à lire et tout ça. Toi, tu as quand même réussi à combiner les deux. Je sais d'ailleurs pas comment tu as fait. Je sais pas. Mais Je travaille fort. ça, tu es très organisé et passionné. Ou tu réussis, je sais pas, à faire. Non, mais t'es vraiment, je pense, la première personne que je rencontre qui réussit encore à faire les deux. Okay. Mais j'ai pas encore écrit ma dissertation. On va voir quand ça va être écrit. Mais ça, c'est le bout qui dure le moins longtemps, la dissertation, étrangement. Oh. Dépendamment, là, Je suis pas dépendamment. sûre. Non, mais dépendamment. Mais ouais. Je veux dire, dans le sens que là, tu peux prendre le temps d'écrire. Exact. Tu sais, Ouais. Contrairement au délai des examens Ah non, qui sont. ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable, exactement. Mais donc, tu as décidé de faire un projet, un disque avec Leaf Music. C'est la même compagnie pour laquelle j'ai fait mon album qui sort, moi, le 23 juin. Bravo. Et oui, super compagnie, n'est-ce pas? Avec qui on a travaillé avec les mêmes personnes. Toi, tu as travaillé avec Jérémy. Ouais. Et j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu es arrivé avec ce répertoire-là. Pourquoi ce choix de répertoire? Combien de temps que tout ça a pris pour mettre en place? Mm-hmm. Donc, je t'écoute. Ben, en fait, le projet, ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait longtemps que je cogite là-dessus. Puis même plus longtemps que je pensais. Récemment, je faisais un petit ménage sur mon ordi. Puis j'ai trouvé un document qui datait à peu près de 2015, quand j'étais à la haie. Puis c'était la première ébauche du programme. Donc, j'avais même pas une idée d'enregistrement ou quoi que ce soit. J'avais juste comme envie de jouer ces œuvres-là en concert, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, ça fait longtemps que ça dure. Donc, je me suis toujours intéressée, donc je sais pas si tu as lu un peu là-dessus dans ma bio, sauf que je me suis toujours intéressée aux interprètes. Donc, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, comme c'était qui les interprètes. J'aime beaucoup l'idée que au 18e siècle, au 19e siècle, c'est beaucoup des collaborateurs. Donc, c'est des gens avec qui les compositeurs travaillent étroitement. Donc, au courant du 19e siècle, ça commence à changer un petit peu. Mais à l'époque, vraiment au tournant du 19e siècle, l'époque classique, début romantisme, donc les œuvres sont écrites pour des gens vraiment particuliers. Donc, les œuvres sont comme... Mais sont faites pour être jouées, souvent, c'est des commandes. Ou encore, c'était comme tu dis, de l'exploration. Oui. Cette idée-là. Souvent, les compositeurs jouent leurs propres œuvres ou ils vont les jouer avec quelqu'un. Oui. Donc, il y a tout ça qui se faisait là. Et donc, à la clarinette, donc un compositeur qui est incontournable, c'est Weber, donc un compositeur que j'adore, qui devrait, à mon avis, être plus joué, plus d'œuvres. Et donc, Weber était très ami avec Heinrich Bergmann, qui était son collaborateur et pour qui il écrit toutes ses œuvres pour clarinette. Donc, le quintet, concertino, les concertos, tout ça, le grand duo. Et donc, ça m'intéressait vraiment de me pencher un peu sur c'était qui Heinrich Bergmann. Ce qui m'a vraiment... Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que non seulement il était ami avec Weber, mais il était ami avec d'autres, Riotta. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a canalisé beaucoup d'œuvres. Puis des gens qui lui dédiaient des œuvres vraiment extraordinaires. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que, disons-le, mettons, cet interprète a réussi en une courte période de temps à gagner un respect de bien des gens, puis de se faire recommander, de se faire... Et tu sais, on l'oublie dans notre luxe de vie dans lequel, justement, avec nos téléphones, j'ai accès à tous les catalogues. Ben, j'ai accès à ton disque. On a accès à tous les enregistrements. À l'époque, il n'y avait pas les enregistrements. Il fallait se déplacer, aller voir les concerts des compositeurs-là, aller voir les autres compositeurs, leurs œuvres, tout ça. Et c'était... Quelque part, c'est bien parce que les salles devaient être pleines et devaient donner le goût à d'autres compositeurs de travailler avec ces gens-là. Ben, c'était des performeurs qui étaient très actifs, très présents, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve qui est fascinant, parce que pour un paquet de monde qui ont participé à des créations, là, que, tu sais, moi, dans mon cas, parce qu'avec Molinari, souvent, c'est des œuvres qui sont écrites pour le Kronos Quartet. Écoute, c'est hallucinant, la quantité d'œuvres qu'ils ont, à laquelle qui ont généré, à laquelle ils ont participé. Tu sais, des fois,
juste George Crumb, son quatuor Black Angel. C'est comme une œuvre majeure du 20e siècle, écrit pour eux. C'est toujours fascinant, mais bref, lui, il avait justement généré, il était jugé comme étant un virtuose à l'époque. Vraiment. Il était vraiment très, très connu. Quand il faisait des tournées en Europe, par exemple, on a des témoignages comme dans la Gazette de France, des choses comme ça, qui l'encensent, que c'est vraiment un des plus grands clarinettistes. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que son jeu a probablement influencé le jeu en France. Puis donc, les professeurs de clarinette au conservatoire, ils admiraient tellement Berman qu'ils ont comme commencé un peu à changer leur technique. OK. Donc, c'est sous-entendu, je présume, ou c'est des études qui ont été écrites sur le sujet? C'est des gens qui ont carrément écrit dans leur méthode suite à avoir entendu ça leur a donné l'idée de modifier tel truc. Oui, comme Berman, il était vraiment connu pour ses contrastes et comme il était capable de jouer extrêmement doux. Puis c'est quelque chose, je pense, qui n'était pas nécessairement valorisé au 18e siècle en France. Donc, il n'est pas encore aujourd'hui à mon goût, mais ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Et là... Non, mais en tout cas... En tout cas, tu vois, ça date d'il y a longtemps. Ouais. Berman, il a inspiré les profs au conservatoire à changer ça. OK. Ou à essayer, en tout cas. Donc, dans son cas, c'était la palette de couleurs, la palette de nuances. La palette de couleurs, oui. C'est sûr, tout ce qui est agilité technique aussi, mais je pense que ce qui ressort le plus, c'est vraiment... T'es-tu capable de dire c'est quoi le truc technique que ces Français ont pu s'inspirer de lui? Y a-t-il un mot exact? Mettons, j'allais dire, c'est quoi une technique de la bouche par rapport à... Je sais pas, je suppose aussi. Il y a des choses quand même très techniques dont je pourrais parler. Comme que là, ça serait un peu, un peu loin. Là. Il y a des théories qui disent vraiment qu'en Allemagne, en Autriche, dans les pays plus germanophones, donc, je sais pas si tu vois dans ta tête un bec de clarinette. Oui. Donc, il y a une anche simple qui est sur le bec. Ah oui. Moi, c'est ça que j'utilise. Là, Puis, donc, cette anche-là, sur les clarinettes aujourd'hui, la plupart des gens, puis donc en Allemagne, Autriche, à l'époque, elle est contre la lèvre d'en bas. OK. En France, elle est contre la lèvre d'en haut. OK. Donc, ça change vraiment la donne, ça change vraiment puis même la son. langue par rapport à ça, par rapport à la bouche, ça puis doit donc, être la technique, un peu plus comme un hautbois, qu'on va avoir les deux lèvres autour du bec. Versus clarinette allemande, on va plus mettre le bec contre les dents d'en haut, puis recouvrir la lèvre du bas. OK. Donc, c'est vraiment ce genre d'embouchure-là qui change, puis ça se peut que ça soit ça qui a été modifié vraiment au début du 19e siècle suite au concert de Berman. Wow. Parce que ça permet ces contrastes-là. OK. Voilà, mais tu vois, mais c'est quand même pas mineur comme détail. Non, t'sais. C'est pas mineur. Ouais. C'est quand même un gros truc. Puis, quand tu es arrivé à l'idée, justement, d'aller avec ce compositeur, cet interprète, justement, que tu as toujours aimé les interprètes, qu'est-ce qu'il faisait, comment il maniait, te répertorier, bref, ce répertoire qui avait été écrit pour lui. Oui, c'est ça. Puis honnêtement, il pourrait avoir un Around Berman 2, c'est ça, j'allais dire, il pourrait avoir volume 2, 3, 4. Là. Vraiment facilement. Puis si un jour, il y a un orchestre qui veut jouer avec moi, on pourrait faire les concertos de Weber, j'aurais aucun problème avec ça. Wow, mais... OK. C'est-tu un peu ton idée en ce moment de devenir une spécialiste de cet interprète-là? De la période, je dirais, peut-être. Okay. C'est ce que j'aime le plus faire, mais je veux pas me restreindre à un interprète. Je le trouve inspirant parce que les œuvres qui ont été écrites pour lui sont exceptionnelles. Je veux dire, le quintet de Weber, j'imagine que tu as déjà joué ça. C'est quelque chose. Là. C'est une belle pièce. C'est une méchante belle pièce. Puis tout clarinettiste qui se fait proposer de le faire est toujours très, très heureux. Oui. C'est toujours un peu stressant, mais... Un peu, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à rentrer. Ouais. Mais donc, ce projet-là est arrivé, vous l'avez monté, vous l'avez répété, vous l'avez joué.
Puis rapidement, vous êtes retrouvés, c'était à Bourgie que vous avez enregistré? Non. Oui, excuse, on l'a enregistré à Bourgie, mais avant ça, c'est ça, on l'a joué à la Chapelle historique. Donc, ça m'a quand même fait quelque chose que l'album sorte en même temps qu'il y a la tragédie à la Chapelle. Donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Puis ensuite, on a fait comme une partie du récital au Festival Bac. Festival Bac, OK. Il y a couple d'années maintenant. Puis c'est ça, là, on l'a enregistré à la salle Bourgie parce que la salle Bourgie, non seulement il y a l'acoustique, mais ils ont le forte-piano dont on a besoin. C'est ça, voilà. Donc, voilà. Ah. On n'avait comme pas tant de choix. Initialement, on pensait peut-être le faire à Banff. Mais, oui, ça aurait été un bon endroit quand même. Ils ont aussi un forte-piano exceptionnel. Expliquons c'est quoi un forte-piano, si tu veux bien. Un forte-piano, ben, dans le fond, le piano, comme on le connaît aujourd'hui, il y a des ancêtres. Donc, un piano... le clavecin, c'est pas vraiment l'ancêtre du piano parce que la mécanique est un peu différente. Ouais. Donc, le clavecin, donc c'est le terme qu'on emploie pour décrire des pianos, dans le fond, qui viennent avant un peu le modèle Steinway qu'on connaît. Il y a des différences dans la facture, donc la façon que les cordes sont organisées à l'intérieur. Donc, dans un piano moderne, les cordes sont croisées. Forte-piano, les cordes vont être droites la plupart du temps. La taille va être un peu différente. Des fois, le nombre d'octaves va varier. Puis même les forte-piano, comme tu dis, chaque instrument est un peu différent, dépendamment de qui l'a fabriqué à l'époque. Oui, c'est ça. Puis quelle période. Je veux dire, c'est les instruments, la facture d'instruments à cette époque-là, c'est un peu comme les ordinateurs aujourd'hui. C'est une bonne comparaison, il y a des ça. updates tout le temps. Ouais. Puis donc, c'est un peu difficile de dire comme, ben cet instrument-là est le bon pour faire tout ce répertoire-là. Je veux dire, ça dépend. Peut-être que tel interprète a joué avec tel modèle, peut-être que tel interprète a joué avec tel modèle, peut-être que cet interprète-là jouait avec un vieux modèle et un autre jouait avec un modèle récent. Ça dépend. Donc, il y a vraiment une grande variété. Mais il y a quand même des contraintes qu'on doit respecter pour juste être capable de jouer les œuvres. Comme dans le cas de notre projet, c'est un projet avec des œuvres du début du 19e siècle. Donc, ça nous prend, juste comme Gilli, ce qu'elle doit jouer, demande 6 octaves et demi. Donc, on ne pourrait pas aller avec un petit piano mozartien. Plus petit, non, c'est ça. Ça ne marcherait juste pas. On n'a pas non seulement l'amplitude sonore, parce que ça nous prend quand même un peu plus de matière, mais aussi juste en termes de notes. On n'a pas toutes les notes. Donc, on ne peut pas jouer la pièce. C'est ça. Donc, on est un peu restreint. Mais là, ça fonctionnait avec ce forte-piano-là. Oui, c'est exactement ça. Tout était couvert. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres interprètes aussi autant connus que celui que tu as travaillé? Berman? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, il y a un peu l'équivalent, qui est son rival, c'était Simon Helmstedt. Il y avait un rival, OK. Oui, qui était celui pour qui les concertos de Spohr ont été écrits. Okay. Qui sont aussi des œuvres exceptionnelles. Donc, il était aussi un très, très grand clarinettiste de la même époque. Et qui a eu un genre de même succès, mais qui a eu aussi encore plein de compositeurs qui ont écrit pour lui. Oui. Plus obscur? Plus obscur, c'est sûr, Spohr, c'est vraiment son... C'est le gros hit. Oui, c'est le gros hit. Puis, il est chanceux. OK. Et dans ta recherche à l'université en ce moment, est-ce que on peut parler de ta thèse un peu? On peut, oui. Fais-nous le pitch. OK. Donc, comme je disais, je suis en musicologie. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement sur la clarinette ni sur la performance. Mais d'ailleurs, attends, avant d'aller plus loin que là-dessus, tu vas devenir musicologue bientôt. Oui. C'est quoi? OK, je vais aller avec la question la plus cruciale. Qu'est-ce que tu veux faire avec la musique? Ben, je veux être interprète, c'est sûr. OK. Mais pour aller faire des immenses études comme ça, il y a quand même un plan qui se dessine. Ben, un plan, je sais pas. Je pense que ce que je voulais, c'est d'être irréprochable, puis de vraiment d'être capable de me démarquer autant en recherche qu'en interprétation. En musique ancienne, c'est une chose qui va être dans la recherche, donc c'est quand même utile. C'est pas juste comme un caprice. Je pense que c'était aussi un défi personnel. J'avais envie de faire le diplôme le plus dur que je pouvais. J'étais un peu de même.
Mais tu veux enseigner, tu veux... L'enseignement en musicologie, peut-être. C'est pas nécessairement ce qui me parle le plus, mais j'aimerais beaucoup ça écrire. Donc, écrire. Ouais, Faire de la recherche. Faire de la recherche, mais un peu plus de façon individuelle, personnelle. Je suis vraiment pas contre enseigner. Mais ce que je remarque aussi, c'est que dans le milieu universitaire, souvent, il y a de plus en plus de... mon Dieu, je perds mes mots. Les institutions recherchent de plus en plus des candidats qui ont plusieurs aptitudes. Oui, qui ont des aptitudes en recherche, en interprétation, qui sont capables de faire de la musique, de la nouvelle musique, qui sont capables de faire de la musique ancienne. Ils sont capables de tout faire, là. Ben, un peu. Puis je pense que c'est vraiment primordial d'avoir une spécialité. Puis je pense que la mienne, elle est définie, mais que d'avoir un background aussi en recherche, puis d'être capable d'arriver à une entrevue et de dire, ben voici ma dissertation de 350 pages sur mon sujet, c'est pas mauvais non plus. Non, en effet. Mais... Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, quand même, tout le monde a son motif. Moi, j'ai fait mon doctorat, mais je sais encore pas pourquoi. C'était pas clair. Là, non, ça l'est toujours pas? Non, ben oui, un peu. C'est comme, je voulais juste rester à l'université un peu plus longtemps. OK. Puis j'avais un quatuor à cordes qui était en résidence comme okay. à l'université. Bon, je voulais pas les quitter, puis je voulais continuer à faire des concerts. Bon, j'ai fait un doctorat pour passer le temps un peu. OK. Mais là, c'est une raison. C'est une raison comme une autre. Ouais. mais non, j'ai quand même eu du bon temps. Il y a eu des moments plus difficiles, comme tu sais, mais c'est ça. C'est un peu sûr. En tout cas, bref, ta recherche. Oui, donc je m'intéresse au 19e siècle. Puis ce que je fais, c'est que j'étudie un peu le lien entre l'influence, en fait, des courants philosophiques au début du 19e siècle sur la performance soliste en Allemagne. Donc, c'est vraiment comme la transition après les Lumières vers l'idéalisme. Puis donc, de quelle façon l'idéalisme en Allemagne a influencé vraiment le rôle, le statut, le symbolisme, non, j'invente des mots, je pense. Le symbole du soliste. OK. Mais là, toi, tu parles allemand, tu lis l'allemand. Un petit peu. Un petit peu? J'aurais pensé plus que ça après ces années en Europe. Et, ben, j'étais aux Pays-Bas, donc le néerlandais, c'est pas facile. Non, mais je dis ça aussi pour la recherche, parce que sûrement, tu dois avoir t'as des textes que tu dois faire traduire pour Oui, mais je veux dire, j'ai pris tous les cours de langue possibles en allemand à McGill, donc... T'as quand même une base de compréhension. Oui, tu sais, je suis capable de comprendre la structure d'une phrase, puis d'être capable de comprendre... Oui, puis de naviguer là-dedans. Oui, c'est ça, tu sais, je pense que j'ai vraiment tous les outils pour être capable de traduire ce dont j'ai besoin, puis de comprendre un peu où je m'en vais. OK, c'est quand même bon. Puis... on va aller comme dans un chemin à l'envers. Est-ce que tu joues encore la clarinette moderne? Est-ce que tu fais encore des concerts, ça arrive? Oui, je suis pigiste. C'est peut-être une moderne, mais je veux dire, je joue dans des orchestres, je fais de la musique de chambre, des enregistrements. Mais t'es pas... J'allais dire, c'est pas dégoûtant pour toi. Non, mais je dis, c'est pas... T'as pas une prix... Ben oui, c'est sûr que t'aimes ça avoir ta spécialité, mais pour toi, quand même, jouer de la clarinette, c'est plus gros que juste jouer de la musique... ancienne. Oui, comme je t'expliquais, pour moi, je dis que je fais de la clarinette historique parce que je veux autant jouer Stravinsky sur instrument d'époque, sur l'époque de Stravinsky. Donc, tu sais, j'ai pas de préjugés envers aucune musique. Ce côté irréprochable que tu disais tantôt, c'est un peu par rapport à ça, c'est de dire, je vais respecter, honorer le mieux que je peux le son de l'époque dans laquelle ça a été produit. C'est un peu ça ton... C'est un peu ça. Je pense que c'est un bon résumé, oui. OK. Comment tu vois ça d'abord quand il y a des gens comme les Violons du Roi qui arrivent avec une proposition avec instruments modernes, cordes modernes, la 442, archet baroque, avec du répertoire baroque? Oui. Ben, moi, c'est-tu des choses qui te font un peu... Là, Non, je suis pas vraiment une puriste. Je pense que tout le monde a le droit de proposer quelque chose, tout le monde a droit à son esthétique personnelle. Tout le monde a droit à proposer quelque chose. Tu sais, je dis ça juste parce que, puis je sais pas te mettre dans un coin, là, c'est pas tout ça. C'est juste que ta pratique est vraiment claire et définie, tu vois. Puis il y a pas grand monde
que c'est le même. Quoique oui, tu sais, il y a des gens que je vais rencontrer, justement, des collègues que toi, on connaît, qui vont faire la musique ancienne, qui vont ne faire que de la musique ancienne. T'sais. Moi, personnellement, c'est pas une approche qui me convient. Puis, tu sais, je dis ça, j'ai arrêté de jouer de la clarinette moderne pendant à peu près 5 ans, quand j'ai fait ma maîtrise. Tes études. Puis que je voulais vraiment me concentrer là-dessus. Puis je pense que ça a eu beaucoup de bons côtés, parce que j'ai vraiment approché la clarinette d'une façon flexible, puis vraiment comme par rapport au répertoire, plus que par rapport à, mettons, un peu l'entraînement que j'avais avant, c'était un peu plus comme, ben, faut que je fasse mes traits d'orchestre de telle façon, puis il n'y a aucune autre façon, puis mon but, c'est de gagner une job. Donc, c'était un peu ça, l'entraînement. T'étais comme ça avant? Ben, pas nécessairement moi, mais c'est un peu ce que je recevais comme éducation. Mais c'est l'éducation qui est encore donnée. Oui, je sais, mais dans le milieu de la musique moderne, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la musique ancienne parce qu'ils ils se voient pas dans ce modèle-là. Puis, je veux dire, de faire la tournée des auditions, puis d'essayer d'avoir un job que tu n'es même pas sûr que tu vas aimer. Donc, je veux dire, il y a des gens qui adorent l'orchestre, puis c'est parfait. Mais donc, j'ai arrêté de jouer de la clarinette moderne, mais j'ai recommencé à en jouer parce que, justement, de plus en plus, j'avais des opportunités de jouer des projets comme... j'ai joué 2 étés de suite avec Les Siècles. Ils font un gros programme Berlioz au Festival Berlioz. Oui. Sur la Côte-Saint-André. Puis, je veux dire, je jouais des clarinettes que ça commençait à ressembler pas mal à mes bonnes vieilles buffets. Tu sais, je veux dire, quand on est rendu mi-19e siècle. Puis, je me disais, ben, j'en ai pas, mais j'ai des clarinettes modernes chez moi. Donc, ça vaudrait peut-être juste la peine de me remettre un peu dans le bain, puis de me refamiliariser avec ces instruments-là, parce que ce que je remarquais, c'est que j'ai besoin de cette flexibilité-là. Puis si j'explique, je me coupe vraiment beaucoup de répertoire que j'aime. Oui. Puis, je veux dire, ça a juste comme... recommencer la clarinette moderne, je pense que ça a amélioré mon jeu comme des 2 côtés, je pense. OK. Ah, mais ça, c'est intéressant, ça, quand même. Mm-hmm. C'est de comprendre. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un peu comme le vieux concept de dire, tu sais, les cours d'histoire vont t'aider à comprendre mieux ton futur. Et puis, il y a un peu de ça. Là, il y a un petit peu de ça. Mais tu sais, en même temps, je comprends un peu ce dont tu parles. Tu sais, il y a un snobisme dans le milieu de la musique ancienne, dans beaucoup de cas, que certaines personnes ont... auxquels certaines personnes ont été confrontées. Puis, des fois... Même si tu es un musicien qui joue sur un instrument historique, puis tu es sérieux, puis que tu es dévoué, puis que tu adores ça, mais que tu as le malheur de faire des gigs une fois de temps en temps sur clarinette moderne ou sur instrument moderne, ça n'a pas besoin de clarinette, ben là, tout à coup, t'es plus un des leurs, t'es plus de la gang. Donc ça, je l'ai un peu observé. Pas nécessairement moi, mais des gens autour de moi que je suis comme, ben... Ils ont l'entraînement, l'expérience. Ils sont compétents. Oui, ils sont très compétents, mais parce qu'ils font de la musique, je sais pas, avec la SMCQ une fois de temps en temps, ça les coupe. Ouais. Je trouve ça dommage, parce que des musiciens compétents, pour moi, c'est ça l'important. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, si tu veux bien, on va aller maintenant à la prescription. Yes. OK, Maryse, je t'écoute. Donc, c'était pas facile, honnêtement. Comme exercice, pour vrai? Oui, j'aime beaucoup de choses. Mais, tu sais, je dis souvent, je devrais changer ma façon de le mentionner. Je suis toujours à 3 ou 4. Minimum 3, je devrais dire maximum 20. Parce que, okay. Si t'en as plein, parce que c'est toujours cette idée-là de... Je devrais dire ça aux invités, en fait, de toujours penser à quelque chose que tu souhaiterais que tout le monde voit. Mm-hmm. C'est comme drôle à dire, là, mais tu sais, moi, des fois, il y a des choses, il y a un livre que je lis, puis je dis, faut que tout le monde ait ça, tel show, il faut que tout le monde le voit. Puis là,
Ça m'habite, c'est dans ma tête. C'est un peu ça, l'idée. Mais en même temps, c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être des œuvres marquantes qui ont été importantes pour toi. Moi, je suis ouvert à tout ça. Ben, il y a des choses qui ont été très marquantes pour moi, mais que j'ai un peu mis de côté pour essayer d'être un peu plus dans qu'est-ce qui me parle ces temps-ci, Mais ça, j'aime ça aussi. qu'est-ce que j'écoute ou quelle série j'ai aimé, quelque chose comme ça. Parfait. Donc, ces temps-ci, j'écoute vraiment beaucoup les Caprices de Paganini par Elia Gringolds. Oh, ouais. J'adore cet enregistrement-là. Pourquoi celui-là? Il y a tellement une façon de jouer qui est spectaculaire, là, mais qui est aussi raffinée, puis qui a vraiment une agilité qui vient vraiment me parler. Wow! Il y a une rhétorique dans chaque caprice qui est vraiment inspirante. Intéressant. Moi, jamais j'irais écouter ça. Non? Non, j'ai été trop marqué par ça. Dans le sens que... Mais c'est parce que c'était dans mes études, il fallait que j'en apprenne. Ouais, OK, ouais, je comprends. Puis tu sais, la satisfaction d'un caprice versus le nombre d'heures pour l'avoir, ça m'affecte. C'est sûr que c'est admirable quand tu as justement des interprètes comme ça qui sont d'un niveau qui n'a aucun sens. Ouais. Il y avait un professeur, quelques années à McGill, il y a longtemps, là, quand j'ai commencé à McGill, 2001, il y avait eu Jonathan Berek qui est décédé maintenant, ça fait pendant la pandémie, qui était un bon soliste, en plus d'être professeur, puis il avait fait une soirée où est-ce qu'ils avaient tout clenché, tu sais. Ça, c'était le show, là. Puis, à la fin, tu sais, j'étais allé le voir, puis je m'étais dit, OK, mais c'est parce que ça, c'est le minimum à avoir pour se permettre Ouais. de faire ça. Tu sais, nous, quand t'es étudiant, t'as des concours, là, t'apprends toujours les mêmes mots du caprice. Dans les auditions, même chose, demande encore ça. C'est tellement difficile. Mais c'est... Puis je pense que moi, je suis marqué au fer avec ça. Je suis marqué au fer. C'est comme j'entends juste les heures. Je pense juste aux heures de pratique. Mais je pense que de l'extérieur, c'est quand même le fun à entendre. C'est le fun. Puis je pense que, tu sais, oui, c'est des exercices assez pédagogiques, on s'entend. Mais quand un interprète est capable d'amener ces pièces-là à un niveau comme de performance, que ça devient... ça devient transcendant. Ça devient transcendant. Pour moi, je veux dire, j'admire ça énormément. Puis tu sais, c'est comme à la clarinette, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont jamais écouter des concertos de Stamitz parce qu'ils sont comme, ben voyons, je les ai tous joués quand j'étais jeune, quand j'étais ado, quelque chose. Mais qu'un interprète soit capable de les amener sur une scène, puis de vraiment faire une performance avec ces concertos-là. Avec la clarinette, y en a-tu un truc un peu comme ça, la Paganini? Un espèce de truc virtuose qui a pas de bon sens? Ben, les concertos de sport, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. OK, c'est là que ça se passe. C'est des gros défis. Puis surtout, je veux dire, clarinette moderne, c'est tough. N'importe qui va dire que c'est tough. Mais quand on joue sur clarinette historique, ces œuvres-là, il y a des choses qui ont juste aucun sens. Puis il faut comme trouver une façon de camoufler le fait que ça n'a pas de sens. OK, vraiment, ça va jusque-là. OK. OK, cool. Mais c'est cool. J'aime ça les lire, Première suggestion, oui. Mon autre suggestion, c'est l'album Volume Massimo par Alessandro Cortini. C'est un artiste électronique qui joue beaucoup de synthétiseurs. C'est peut-être quelque chose qui t'a échappé dans ma bio. J'aime beaucoup la musique électronique. Oui, mais je savais pas que c'était au point de... Comment ça s'appelle encore? C'est Alessandro Cortini. On dirait que les noms de musique électronique, c'est tout le temps... Je n'associe pas à ça, mais quand tu parles d'électronique, c'est quoi exactement? Peux-tu expliquer? C'est de la musique qui est faite sur des ordinateurs, donc des gens qui vont... Plus expérimental? Ça peut être plus expérimental, mais des fois pas nécessairement. OK, dans ce cas-ci? Ça, c'est comme médium. OK, c'est médium. Donc, c'est pas comme la chose la plus... c'est pas, mettons, Vangelis, que tu vas vraiment avoir des tu sais, c'est de la musique que tu as des mélodies, tu as des harmonies épiques. Puis c'est pas non plus, tu sais, de la musique concrète ou quelque chose qui est comme un petit peu plus aride là, pour le commun des mortels. C'est quelque chose qui s'écoute bien. Moi, je l'écoute comme tout le temps en background. Je trouve ça vraiment agréable. Il y a de l'harmonie, mais c'est pas prédominant. C'est ça. C'est beaucoup des textures, des choses comme ça. Cortini, c'est un membre de Nine Inch Nails. C'est assez drôle, mais il y a cette carrière en musique électronique, puis qui est synthétiseur modulaire, mais aussi des trucs plus classiques avec les claviers. Puis donc, c'est un musicien que j'aime beaucoup. Tu patentes un peu des fois, là? Oui, en fait, je fais un peu de musique pour synthétiseur. Puis tu t'amuses?
Oui, je m'amuse. J'ai joué une de mes compositions au Kermit en décembre dernier pour clarinette modifiée en temps réel et comme bande, mais électronique, mettons. C'est populaire cette technique-là, justement, le temps réel. J'en ai fait un peu aussi avec d'autres projets. Moi, j'aime ça. Je trouve ça cool. Ça fait une expérience assez unique, là. Ouais. Puis moi, j'aimais ça faire composer une œuvre puis l'interpréter. Puis ça m'a beaucoup appris. Tu sais, je parlais un peu de ma fascination pour les interprètes du 18e siècle. Puis souvent, ils étaient compositeurs eux-mêmes. Comme on voit sur mon album, il y a des œuvres de Bergman, parce qu'il était un très bon compositeur lui-même. Et je trouve ça vraiment intéressant de me mettre dans le bain, dans la même mentalité, de moi-même composer pour moi, puis ou d'être collaboratrice dans des projets où quelqu'un va composer pour moi. Donc, c'est un peu la même attitude que j'essaie de reproduire qu'il y avait au 18e siècle. Puis j'ai appris beaucoup de choses que des fois, j'écris des choses qui font en sorte qu'il faut que je pratique beaucoup. Puis là, tu dis, est-ce que tu veux sacrifier... Ça valait-tu la peine d'aller là? Oui, mais en même temps, tu veux pas sacrifier ton idée, mais que techniquement, tu peux pas juste le faire en lecture. Donc, c'est compliqué. Ça peut être un défi. Ça m'a appris des petites choses. T'es bonne parce que moi, je suis incapable d'écrire. Je peux pas écrire. Il y a que l'idée m'angoisse. Là, juste ça, puis les caprices. Non, c'est ça. Mais j'aime les affaires compliquées aussi. J'aime les affaires compliquées, mais tu sais, me pencher sur... indéniablement, tu as des bonnes connaissances harmoniques. Ça va. Tu joues un peu de piano. Ben, j'en ai joué, mais je suis pas pianiste. T'es pas pianiste. Moi, j'ai pas assez les chops de base pour me lancer là-dedans. Je préfère laisser ça aux autres, comme on dit. Pas de problème. Good. Puis ma troisième suggestion, on va voir si je te surprends encore. OK. C'est la série Dead Ringers. C'est la nouvelle adaptation de David Cronenberg. Oui. Que je n'ai pas encore vu. Elle est présentée sur quoi encore? Sur Amazon. C'est sur Amazon, mais je l'ai vu passer. J'avais des doutes. OK. Parce que j'avais bien aimé le film. Ouais, puis je me disais... c'est très différent. Je veux dire, c'est vraiment... Ça s'inspire du monde de Cronenberg. Mais il y a comme une twist un peu féministe avec tout comme le body horror de Cronenberg. Puis je trouve que ça a été bien fait. Puis moi, ça m'a quand même parlé. C'est terminé? Tous les épisodes sont... Oui, tout est là. Okay. On peut le binger. Le binger tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Par contre, c'est sûr, je veux dire, c'est quand même graphique, là, tu sais, soyez avertis, là. T'as-tu vu les films de Cronenberg? Oui, j'adore. T'as regardé les films de son fils? Je suis pas sûre. Il en a sorti 2. C'est quoi? Dont j'ai oublié les titres. OK. Mais le peu de gens que je connais, tu sais, je connais quelques personnes qui l'ont vu puis ils ont dit que c'est encore bien plus bizarre. Je pense qu'il est imprégné par l'art de son père, carrément. Puis ils sont un peu collaborateurs, tout ça, mais écoute, tu devrais peut-être te donner une chance. Je pense que tu vas aimer ça, mais c'est graphique aussi. Ça va. Moi, j'adore les films d'horreur, donc j'ai aucun problème. Sérieusement? J'adore ça. Wow! Écoute, si tu veux t'amuser puis rigoler, par contre, il y a le nouveau film Scary? Le frisson, comment on appelle ça? Scream. Ah oui, c'est drôle, j'ai fait de la figuration dedans. Je suis dedans. No way! Qui ont tout filmé au campus de McGill, là. C'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans? Mais c'est peut-être pas la même chose dans ce cas-là. Parce que c'est Scream 6 qui a été filmé au Studio Mills. OK, mais oui, c'est lui. C'est lui, mais il y a comme tellement... Écoute, il est amusant le film parce qu'ils essayent de reproduire que c'est aux États-Unis, à New York. Puis tu peux voir... C'est rien que des scènes sur le campus de McGill. C'est juste le campus. Tu reconnais vraiment les quartiers puis tout ça. Puis c'est quand même pas... T'avais fait la figuration pour ça? Non, oui. Puis c'était quoi la scène? Je suis dans la scène... c'est dans le métro. Oui. Puis tu sais, tout le monde est déguisé, c'est l'Halloween. Oui. Puis je veux dire, c'était concept parce que tout le monde avait un déguisement qui était un peu une inspiration d'un film d'horreur. Donc c'était très méta. Il y avait beaucoup de références. Puis moi, j'étais avec quelqu'un, un gars, puis on était Children of the Corn. Donc, on avait le suit. Moi, j'avais des tresses, puis un petit chapeau. Puis... Si on regarde le film, est-ce qu'on a le droit à 1 seconde 2 de toi? Je pense que oui, parce que je suis dans le trailer, mais je ne l'ai pas vu dans encore. Dans le trailer? Oui.
Mais c'est très bref, là. Ouais. No way! Je te montrerai des photos. OK, je vais aller regarder ça. Ah, ben toi, t'as vu l'appel à Costumez-vous? C'était libre? Non, c'était via une agence de figuration, ouais. T'en fais beaucoup, des fois? Non, j'en fais vraiment pas souvent, mais quand je me suis fait appeler pour ça, j'étais comme, Jackpot, oui. film d'horreur. Hey. Puis en plus, je vais pas donner de punch, là, mais dans le métro, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ça groove dans le métro. Allez écouter ça. Et merci beaucoup. Puis, puis on va chercher ton album qui est disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Excellent. Puis on peut le commander aussi en ligne dans tous les magasins pour avoir une copie physique. Excellent. Bon, ben à bientôt. Merci beaucoup. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.